profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Un manque d'empathie. Je n'étais pas comme les autres enfants en grandissant. Je n'aimais pas parler à ces choses malodorantes au jardin d'enfants, et je ne participais jamais à leurs jeux stupides. Mais j'avais mes propres jeux et oh, quels jeux amusants. Par exemple, une petite fille m'a demandé d'emprunter mes crayons de couleur. Je lui ai dit qu'elle pouvait les avoir si elle disait à notre professeur d'aller se faire foutre. Elle a été renvoyée chez elle pour cela. Je me souviens d'avoir entendu sa mère crier qu'elle serait battue plus tard. Des jeux amusants, n'est-ce pas ? Les enseignants n'ont pas tardé à remarquer que les autres enfants m'évitaient et que je ne semblais jamais montrer la moindre émotion. Ils ne pensaient pas que je les avais entendus chuchoter à mon sujet, mais c'était le cas. J'ai une ouïe exceptionnellement bonne. « Petit monstre », a dit Madame Rimbaud. « Sociopathe », a chuchoté Monsieur Lafont. Même à mon jeune âge, j'avais un vocabulaire étendu. Je n'avais jamais entendu parler du mot sociopathe auparavant, et j'étais intrigué. En rentrant chez moi ce soir-là, je l'ai cherché dans l'encyclopédie de ma mère. Sociopathe, trouble de la personnalité caractérisé par un manque d'empathie pour les choses. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Lafont. L'école primaire et le collège sont passés très vite. J'ai appris à feindre les émotions et l'excitation pour tromper mes professeurs et mes parents, mais je ne pouvais pas tromper mes camarades. Aussi convaincant que soit mon jeu, ils semblaient toujours savoir instinctivement que j'étais différent, et ils me laissaient de côté. De temps en temps, l'un d'entre eux essayait de se lier d'amitié avec moi, et c'est alors que je pouvais vraiment m'amuser. Mais malgré la façon dont je traitais les gens autour de moi, je ne détestais aucun d'entre eux. Ce n'est qu'au lycée que quelqu'un a réussi à m'énerver. Ce quelqu'un, c'était Stéphane Bélanger. La famille Bélanger a emménagé dans mon quartier avant le début de la seconde. Ils avaient 2 enfants, un fils, Stéphane, et sa sœur, Marion. J'attendais avec impatience le moment inévitable où mes parents les inviteraient à la maison. Ni Stéphane ni Marion ne m'avaient jamais rencontré, et ils n'avaient donc aucun moyen de connaître mes tendances sociopathes. Ils allaient beaucoup m'amuser. Mais cette fois-ci, c'est moi qui ai été prise au dépourvu. Marion a commencé assez facilement, faisant preuve de l'intérêt et de la gentillesse habituelle de ceux qui ne me connaissent pas encore. Cependant, au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte qu'elle me trouvait beau et qu'elle commençait même à avoir le béguin pour moi. Aucune fille n'avait jamais fait cela auparavant et c'était une expérience entièrement nouvelle pour moi. Fasciné, j'ai décidé d'épargner Marion de mes jeux un peu plus longtemps et de la garder dans les parages. J'ai donc continué à faire semblant de sourire et de m'intéresser à ce qu'elle avait à dire. Pour Stéphane, c'était une toute autre histoire. Il semblait avoir aussi peu d'intérêt pour moi que j'en avais pour les autres. Je ne pouvais pas jouer à mes jeux avec lui. Il était complètement différent. Pour la première fois de ma vie, cela m'a mis en colère. Au fil des ans, je m'étais rendu compte que j'étais spécial, bien plus important que ces insectes qui m'entouraient. Sinon, pourquoi seraient-ils attirés par moi, même s'ils savent à quel point je leur suis étranger ? Qu'un seul de ces insectes ose m'ignorer. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait le premier pas. J'ai essayé de faire la conversation à Stéphane, j'ai feint l'émotion et l'intérêt pour sa vie, et j'ai fait tout ce que je pouvais pour qu'il s'intéresse à moi. Mais rien. Au début, j'étais furieux de son manque d'intérêt, mais au fil des ans, j'ai réalisé qu'il était comme moi, un sociopathe, complètement dépourvu d'intérêt pour les autres. Au lieu d'atténuer ma frustration, cela n'a fait que l'accroître. J'étais spécial, unique, mais maintenant, il y en avait un autre comme moi. Si je n'étais pas unique, pouvais-je encore être spécial ? Ou étais-je ordinaire ? Un insecte comme les autres ? Non. Je refusais d'être ordinaire. On peut tout aussi bien être mort. Et c'est ce que je me suis efforcé de faire à partir de ce jour. Je rendrai Stéphane ordinaire. Je le tuerai. Alimenté par la passion, j'ai attendu.
Le lycée est passé et l'université a commencé. Des broutilles. J'ai appris de nouvelles façons de m'exprimer en faisant l'amour avec Marion. J'ai appris la valeur de la douleur et comment la faire supplier. Tout cela a été très fascinant au début, mais, comme tout le reste, cela a fini par perdre de son intérêt. Mon attention s'est détournée de Marion pour se porter sur Stéphane. J'étais tout à fait prêt à le tuer, mais j'étais prudent. Je n'étais pas assez naïf pour penser que les insectes me laisseraient m'en tirer s'ils savaient que je l'avais assassiné. Et je voulais éviter la prison à tout prix. Je ne crains rien d'autre que l'ennui, et c'est ce qu'est la prison. Un ennui sans fin. Je ne pouvais pas agir de manière impulsive. Je devais être calculateur et rusé. Tant qu'à prendre mon temps, autant s'amuser. J'ai eu l'occasion de jouer avec ma proie pour la première fois de mon 2e semestre à l'université. Stéphane et sa famille partaient pour une semaine rendre visite à un parent ou une connerie de ce genre, et ils laissaient leur chien derrière eux. Ils ont payé un voisin pour qu'il le surveille 3 fois par jour, en lui donnant de la nourriture et en l'emmenant dehors. J'ai observé cela pendant 2 jours, apprenant quel était le programme avant d'élaborer un plan. La nuit précédant le retour des Bélanger, je me suis glissé dans la maison après que la voisine ait nourri le chien pour la dernière fois. Marion m'avait donné le code de sécurité pour éteindre l'alarme afin que je puisse me faufiler chez elle pour lui faire l'amour. Portant des gants et un masque, j'ai pénétré dans la maison, à l'insu des voisins endormis. Le chien m'a reconnu à l'odeur et n'a pas aboyé du tout. Il a bondi vers moi, la queue frétillante et la langue bêtement sortie de sa gueule. J'ai travaillé rapidement, prenant sa tête dans mes mains et l'écrasant, enfonçant mes pouces profondément dans les orbites et sentant le crâne du chien se fracturer dans mes paumes. Il n'a laissé échapper qu'un rapide gémissement avant de se taire à jamais. Bon garçon. J'ai apporté avec moi un kit fait maison, un scalpel et divers autres instruments volés au laboratoire de sciences. J'ai éviscéré le chien, enroulé ses intestins autour de la lumière du salon, m'assurant que ce serait la première chose que les Bélanger verraient en rentrant. L'idée qu'ils allument le ventilateur et qu'ils soient aspergés de gouttes de sang m'amusait. J'ai utilisé la majeure partie du sang du chien pour écrire le message de menace « T'es le prochain » sur le mur de la chambre de Stéphane. Et cerise sur le gâteau, j'ai laissé la carcasse sur son lit. En guise de plaisanterie, j'ai laissé le cœur du chien sur l'oreiller de Marion. Satisfait de mon travail, je suis retourné dans mon dortoir où j'ai dormi profondément. La semaine qui a suivi le retour des Bélanger a été marquée par une grande agitation. Les histoires et les images du carnage dans leur maison étaient diffusées tous les soirs dans les journaux télévisés locaux. Des rumeurs circulaient selon lesquelles les Bélanger allaient bientôt déménager. Il paraît que Madame Bélanger ne supportait plus d'être dans cette maison. Je devais agir vite. Je ne pouvais pas laisser ma proie m'échapper. Assis dans mon dortoir, je rêvais de toutes les sortes de destructions pour mon ennemi. Il y eut un éclair de lumière au-dessus de mon mur, des phares venant de l'extérieur. C'était étrange. Il était presque minuit le samedi. Presque tout le monde était déjà parti. La curiosité m'emportant, je me suis approché de la fenêtre pour voir qui viendrait au dortoir à cette heure du week-end. Et j'ai été surpris, une des fois où j'ai vraiment été surpris dans ma vie d'ailleurs, de voir la voiture de Stéphane garée dans l'allée. La chance m'a souri. Le bâtiment était presque vide pour le week-end et c'était le moment idéal pour frapper. Ma proie ne se doutait de rien et était seule. Après l'avoir tué, je prendrai son corps et le déposerai ailleurs sur le campus. Il n'y avait pratiquement aucune chance de se faire prendre. Personne ne veut rester le week-end et l'électricité a été coupée sur le campus pendant encore 6 heures. Il n'y avait pas de caméra de sécurité non plus. D'humeur très joyeuse, j'ai pris ma lampe de poche et mon scalpel et je me suis mis à traquer ma proie. L'obscurité ne me dérange jamais. Ayant très peu d'émotions, mon esprit rationnel a tendance à dominer et la partie rationnelle de l'être humain sait que rien ne nous attend dans l'obscurité. Du moins, c'est ce que nous pensons. Après plusieurs minutes de chasse, j'ai eu l'idée d'éteindre ma lampe de poche. Je ne veux pas alerter ma proie. Je l'ai donc éteinte et j'ai attendu que mes yeux s'habituent. Je me suis appuyé contre le mur et j'ai joué avec mon scalpel pour passer le temps.
Une personne normale n'aurait probablement pas entendu la légère respiration dans le couloir, mais j'ai toujours eu une ouïe exceptionnelle, comme je vous ai dit. J'ai tourné la tête dans la direction du bruit. Mes yeux ne s'étaient pas encore adaptés à l'obscurité, mais j'ai pu distinguer une silhouette qui sortait dans le couloir, et j'ai pu entendre des pas inhabituellement légers. Quelle que soit cette personne, elle prenait soin de ne pas se faire repérer par moi. Je me suis précipité à l'endroit où la personne se tenait, et j'ai respiré profondément. Il y avait juste un léger soupçon de cannelle. Stéphane gardait un désodorisant à la cannelle dans sa voiture. Je fis un grand sourire. J'étais sur la piste de ma proie. Je l'ai suivi dans le couloir et j'ai été déçu de constater qu'il se ramifiait en 2 autres couloirs. J'ai essayé à nouveau de sentir chaque couloir pour savoir lequel Stéphane avait emprunté lorsque j'entendis une brève agitation sur la droite. J'ai hésité. Stéphane ferait-il autant de bruit s'il essayait de m'échapper ? Au bout d'un moment, j'ai pris le risque de me diriger vers la direction du bruit. Mais au bout d'1 minute, je m'arrêtai. Devant moi, il y avait quelqu'un allongé sur le sol. En m'approchant prudemment, je me suis rendu compte que le corps gisait dans une mare de sang. Je l'ai touché. Il était encore chaud. J'ai retourné le corps pour voir de qui il s'agissait. Monsieur Chavanel, le gardien de nuit. Je n'avais pas réalisé que Stéphane était capable de tuer quelqu'un. Dans ma haine pour lui, j'avais oublié qu'il était comme moi, tout aussi froid et insensible. Il était plus que capable de faire tout ce que je pouvais faire. Je me suis figé. Il y avait de nouveau une respiration légère devant moi, mais je ne pouvais pas en voir la source. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur. Je ne me sentais plus comme le chasseur traquant sa proie. Je me sentais traqué à mon tour. Mon esprit rationnel a été submergé par l'émotion et je me suis réfugié dans mon dortoir terrorisé. J'ai barricadé la porte et j'ai attendu, scalpel à la main, que Stéphane vienne me chercher. Au bout de quelques heures, j'ai commencé à m'en vouloir de me sentir ainsi. Ce n'était qu'un homme, aussi extraordinaire soit-il. Le fait qu'il m'ait fait peur a alimenté ma haine envers lui, et je suis parti à sa recherche. Le corps de monsieur Chavanel avait disparu. La mare de sang avait été nettoyée. Les relents de cannelle qui flottaient dans l'air s'étaient depuis longtemps dissipés. J'ai quitté le bâtiment pour attendre Stéphane dans sa voiture, mais je me suis rendu compte qu'elle n'était plus là. La fureur s'emparant de moi, j'ai pris la direction de sa maison. J'ai serré mon scalpel avec force, me délectant des fantasmes de ce que j'allais lui faire. J'aurais dû être plus attentif, car je ne l'ai même pas entendu s'approcher, et j'ai été trop lent pour éviter la batte de baseball qui se balançait dans les airs à ma rencontre. Elle a touché mon poignet, et j'ai senti les os craquer. J'ai laissé tomber le scalpel, et je me suis élancé vers lui avec ma main valide, mais une botte l'a repoussé. En levant les yeux, j'ai vu Stéphane qui me souriait. Il a frappé avec sa batte encore et encore. J'ai cru qu'il ne s'arrêterait jamais. Mais il l'a fait. Allongé sur le trottoir, brisé et ensanglanté, j'ai attendu que la mort vienne. Au lieu du crâne de la faucheuse, c'était le visage de Stéphane qui me souriait. Même si j'étais sans défense devant lui, je brûlais de rage. Il s'est penché pour sentir mon visage en sang et m'a chuchoté à l'oreille « On va bien s'amuser ensemble ». J'ai passé 2 semaines à l'hôpital avant de partir contre l'avis de mon médecin. Stéphane s'était manifestement retenu de me battre. Je n'avais qu'un poignet cassé et plusieurs côtes fêlées, mais la plus grande partie de mon corps était lourdement meurtrie. Chaque pas me faisait mal, mais je l'ignorais. J'avais un but. Je ne serais plus jamais une victime. Stéphane avait un avantage sur moi. Il savait que je viendrais et il n'était pas blessé comme moi. Je me suis donc dit que j'allais égaliser les chances. J'ai volé le pistolet de mon père et j'ai attendu que la nuit tombe. Il était près de 3 heures du matin lorsque je me suis de nouveau faufilé jusqu'à la maison des Bélanger. La voiture des adultes avait disparu, mais la Clio de Stéphane était toujours là. Ça, c'était une bonne chose. Nous ne serions pas interrompus. Je pouvais prendre mon temps. J'éteignis l'alarme anti-vol, m'étonnant de la stupidité des Bélanger à ne pas l'avoir changée. J'ouvris la porte coulissante
et entrai d'un pas léger dans la maison. Toutes les lumières étaient éteintes, mais mes yeux s'étaient bien adaptés à l'obscurité. Je me suis approché silencieusement de la chambre de Stéphane et j'ai sorti mon arme. Après avoir pris le temps de me calmer, j'ai fait irruption dans la chambre. Mais je n'étais pas préparé à ce que j'ai vu. Stéphane était allongé sur son lit, un air de légère surprise sur le visage. Il avait la gorge tranchée d'une oreille à l'autre. Il y avait du sang partout, y compris un message sur les murs qui disait « Mauvais garçon ». Sous le choc, je n'ai pas entendu les pas légers qui s'approchaient derrière moi, et je n'ai rien su de plus des instants qui ont suivi, si ce n'est un bruit sourd à l'arrière de mon crâne. Je me suis réveillé dans une cave, attaché à une chaise. Absurdement, ma première pensée a été de constater à quel point cela semblait être un cliché. Mes yeux ont mis une seconde à s'ajuster et j'ai vu une silhouette nue se tenir devant moi. Son corps était couvert de sang, que je supposais être celui de Stéphane. Malgré le martèlement dans ma tête, j'ai entendu la silhouette parler. « Je ne voulais pas faire comme ça. Pourquoi ne pouvais-tu pas te comporter correctement ?» La silhouette faisait les 100 pas devant moi. « Personne ne fait jamais ce qu'il est censé faire. Tu n'étais pas censé me trouver. Monsieur Chavanel n'a pas voulu s'écarter de mon chemin. » La silhouette s'est arrêtée devant moi. « Stéphane n'était pas censé te faire du mal. Je lui ai dit de ne pas le faire, mais après avoir réalisé ce que tu étais, il n'a pas pu s'en empêcher. Je suppose que c'est pour ça que tu t'en es pris à lui aussi. » La silhouette me caresse tendrement le visage. « Je t'ai observé quand tu as tué notre chien. Tu n'as jamais su que j'étais là. Je suis très doué pour me cacher. C'était si gentil de ta part de me laisser le cœur. Je l'ai toujours d'ailleurs. » Marion m'a souri. Je pouvais voir quelque chose dans ses yeux, quelque chose que je n'avais pas. La partie absurde de mon cerveau a commencé à souligner la différence entre sociopathe et psychopathe. Nous avons les pensées les plus stupides aux moments les plus stupides, n'est-ce pas ? Je ne voulais pas que les choses se passent ainsi, mais c'est bon. Nous ferons en sorte que ça marche. Je tuerai mes parents quand ils rentreront à la maison et nous partirons loin, dans un endroit magnifique où nous pourrons être ensemble pour toujours. J'ai pensé à feindre l'émotion et à la manipuler pour qu'elle me laisse partir, mais j'ai su en regardant son visage que c'était inutile. Elle ne se souciait pas de ma situation, seulement de la sienne. Un manque total d'empathie, quoi.